Dans la suite de la présentation de Philippe tout à l'heure, Laure Haberschild, qui est responsable, je vais essayer de ne pas... bibliothécaire responsable des fonds patrimoniaux à la Bibliothèque des Arts Décoratifs et qui a publié un certain nombre de choses plutôt dans le cadre du japonisme et des collections japonaises jusqu'à présent, donc sur les fonds de kakemono, sur la collection Tronquois qui se trouve d'estampes japonaises qui se trouve au musée, sur à la bibliothèque, pardon, sur les livres gravures de la Chine aux arts décoratifs, quand on avait présenté les fonds chinois, les collections chinoises du musée des arts décoratifs, et autour du Japon et des différentes publications de la bibliothèque et leurs petites expositions dans le hall de la bibliothèque, va nous faire une présentation justement de ces contacts et de ces dons qui ont été faits par Madame Guimard. Voilà, donc je la laisse. Alors, ça marche? Non. Attends. Alors, il marche? Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, merci. Alors, merci beaucoup d'être venu en nombre. Donc, quand Evelyne Possémé m'a proposé de participer à la journée et m'a demandé d'intervenir, qu'elle m'a demandé le sujet sur lequel j'allais parler, je lui ai tout de suite dit le nom de Madame Guimard à la bibliothèque. Parce que, pour moi, c'était vraiment évident. C'était vraiment le principal lien entre Hector Guimard et la Bibliothèque des Arts Décoratifs. Mais sincèrement, je ne pensais pas que j'allais découvrir autant de choses et jusqu'à très récemment, en fait. Donc, avant le don de Madame Guimard à la bibliothèque, donc en 1948, l'essentiel des fonds en rapport avec Hector Guimard à la bibliothèque sont... désolée pour les répétitions, en rapport avec l'album du Castel Béranger. Donc l'album du Castel Béranger a été publié en 1898 à la librairie Rouham et il a été acheté très rapidement par la bibliothèque. Alors déjà, le fait que ça soit un achat, ça peut vous paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que à l'époque, 80% des documents qui rentraient à la bibliothèque étaient des dons. Donc le fait qu'on ait un achat, c'est quand même quelque chose de volontaire. La bibliothèque va acheter le Castel Béranger et en plus, il achète le livre de Gustave Soulier et PN sur l'étude sur le Castel Béranger. Donc tout de suite, c'est documenté. Tout de suite, il y a vraiment cette volonté d'avoir quelque chose d'un petit peu conséquent autour du Castel Béranger. Par contre, il y a, comment dire, un espèce de soutien, je dirais, des arts décoratifs vis-à-vis de cette œuvre, parce que dans la revue des arts décoratifs, il y a un article qui est publié par c'est Victor Champier, et qui est véritablement, parmi les articles que j'ai vus, moi en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup, le plus élogieux par rapport au Castel Béranger et à peu près qui a très très peu de critiques. Si jamais vous regardez celui de la revue Art et Décoration, par contre, là, il est descendu, voilà, vraiment, il est absolument contre l'œuvre de Guimard. Donc là, on sent malgré tout un soutien au niveau des gens autour des arts décoratifs auprès donc pour l'œuvre d'Hector Guimard. Sinon, les autres documents que vous pouvez trouver. Donc tout à l'heure, Evelyne parlait de la collection Massier. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on voit en premier quand on rentre à la bibliothèque des arts décoratifs, parce que ça couvre les murs de la salle de lecture. Donc c'est une collection iconographique qui a été faite donc sous la direction de Jules Massier, justement autour la fin du 19e et du début du 20e siècle principalement, et prolongée jusqu'en 1996. Et donc dans la collection iconographique Massier, pareil, si on s'intéresse aux documents autour d'Hector Guimard, est rentré avant le don de Madame Guimard, c'est toujours des documents autour du Castel Béranger, donc publiés dans des revues, donc des illustrations de ces fameux articles. Donc vous voyez, soit dans l'architecture, soit dans l'art et décoration. Voilà. Donc en 1948, donc Madame Guimard est à Paris, donc pour
donner le contenu de l'hôtel Guimard de l'avenue Mozart. Donc à cette occasion, donc on l'a vu, elle a proposé le mobilier à différentes institutions françaises et le musée des arts décoratifs qui vient de faire rentrer donc la chambre de l'hôtel Nozal dans les collections en 1937 est contacté tardivement et ne va avoir en fait de la part de Madame Guimard qu'une horloge. Par contre, donc la ville de Paris et Yvon Bizardel, grâce à Yvon Bizardel, donc, a acquis la salle à manger. Et c'est ce même Yvon Bizardel qui va se faire l'intermédiaire entre Madame Guimard et la Bibliothèque des Arts Décoratifs. Donc, il envoya le 24 juin 1948 une lettre recommandant donc cette madame à Paul Ratulimet, donc qui à l'époque est le conservateur de la bibliothèque. Donc, vous avez ici une reproduction de la lettre. Donc, très rapidement, le don est inscrit au cahier d'inventaire. Alors là, vous avez deux documents. Le cahier d'inventaire, c'est la partie en bas. Et ce que vous avez au-dessus, c'est un petit agenda. Parce que Paul Ratulimet est quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Et il tient des agendas au jour le jour où il inscrit tout ce qui rentre à la bibliothèque. Et ces agendas sont d'autant plus intéressants que déjà, ils sont marqués au jour le jour, alors que quelquefois, l'inventaire n'est pas fait exactement le jour de la rentrée du don, mais en plus, il a inscrit même les choses qui ne sont pas gardées. Donc, bon, ça ne sera pas le cas du don Guimard, mais c'est vrai que pour certains dons, on peut avoir des informations supplémentaires dans ces agendas. Là aussi, vous pouvez voir qu'il y a plus de détails dans la mention sur l'agenda. La mention vraiment du don, c'est juste la dernière ligne du deuxième document, et ça dit 500 photos environ, vingtaine de dessins de Guimard et une maquette. Au-dessus, on voit donc que les dessins, photographies d'œuvres de Guimard, maquette d'une maison standard, donc déjà c'est vraiment important, et grande photo de tableau, et cette mention va aussi être très importante pour la suite de ma présentation. Donc, quelques jours... Oups, attendez. Ah, zut. Ah bon, c'est pas grave. Donc, quelques jours plus tard, Paul Ratulimet envoie une lettre à Madame Guimard, donc cette fameuse lettre de remerciement à laquelle faisait allusion tout à l'heure Philippe Thiebaud. Il dit, en fait, mon allocution, le titre est un petit peu erroné parce que, voilà, vous avez vu tout à l'heure, il y a une autre diapo entre les deux. C'est qu'il y a eu un deuxième don. Un petit peu plus tard, vers novembre. Alors là, Paul Ratulimet devait être absent puisque c'est un papier qui a été glissé dans l'agenda, donc de l'écriture de Robert Lefort des Ilouzes, qui était le bibliothécaire à l'époque. Donc novembre, le don au musée, il est en décembre. Bon, c'est peut-être allié à ce moment-là, un don complémentaire. Par contre, ce deuxième don, vous pouvez remarquer que l'inventaire est beaucoup plus détaillé. Donc il a dû, je pense qu'on a dû considérer que les documents étaient peut-être un peu plus précieux. Il y a des originaux, il y a des aquarelles qui sont très très belles. Donc on va les inventorier pièce à pièce. On peut aussi remarquer, vous le verrez tout à l'heure, que cette partie de don est vraiment de l'architecture. C'est des photographies des hôtels, des dessins de villas. C'est vraiment une partie très architecturale, alors que la première partie l'est moins. Alors, donc je vais revenir à ma lettre de remerciement. Donc, dans sa lettre de remerciement, donc Paul Ratulimet écrit à Madame Guimard. Donc, pareille documentation est pour nous des plus précieuses et je suis certain qu'elle sera souvent consultée par tous ceux de nos travailleurs qui s'intéressent à l'histoire de l'architecture et de l'art décoratif. Donc, on a vraiment l'impression que Paul Ratulimet est heureux d'obtenir ce don et que pour lui, il est véritablement intéressant. Par contre, il y a une chose vraiment particulière qui arrive. Alors, c'est peut-être dû à la nature du don. Ce sont beaucoup de photographies collées sur carton. Donc pareil, tout à l'heure, Evelyne parlait des photos collées dans la collection iconographique Massier. Là, on ne peut pas les coller dans Massier. C'est des cartons, on ne va pas les coller. Donc on a un matériel vraiment particulier. Et donc ces documents qui sont inventoriés ne vont pas être cotés, donc ils ne vont pas rentrer véritablement dans le catalogue de la bibliothèque. Ils vont rester
probablement, je pense, dans le bureau du conservateur, mais je ne sais pas trop. Simplement, ça va rester dans une zone grise, ce qu'on appelle ces zones où, quelquefois, dans les bibliothèques, je sais pas, en tout cas, à la bibliothèque d'art décoratif, ça nous arrive, on en a, où on va mettre des documents dont le statut est un peu intermédiaire. Ça peut être des choses, on n'est pas trop sûr. Là, on en a encore une, je vous en parlais d'une autre, de documents qui sont, est-ce que c'est vraiment leur place à la bibliothèque, ou c'est plutôt des archives, ou c'est plutôt des documents qui relèvent du musée, des départements des arts graphiques. Donc voilà, ça va rester. Il va rester, je pense, relativement global. Justement, c'est ça aussi qui est intéressant. Il ne va pas être dispersé, je pense, dans un premier temps, parce que d'habitude, les dons qui rentrent à la bibliothèque sont dispersés. Bon, on va soit les disperser dans la collection iconographique, et donc là, il y a des fois où c'est assez difficile de retrouver justement les différents éléments d'un don, soit dispersés dans la collection de livres. Là, non. Le don, je pense, va rester relativement intègre, au moins pendant un certain nombre d'années. Et ça, les documents aussi ne seront pas tamponnés. Vous voyez, si jamais on revient... je voulais revenir là. Si vous regardez bien, on voit bien surtout sur l'image de droite, vous avez un beau tampon AD. La collection iconographique est systématiquement tamponnée. Quelquefois, d'ailleurs, ça fait hurler certaines personnes, parce que même les gravures les plus intéressantes le sont, et quelquefois dans des endroits particulièrement visibles. Là, les documents ne le seront pas. Donc, c'est pareil, c'est risqué, on va dire. Donc ces documents vont être répartis dans des portefeuilles pour les documents grand format et dans des boîtes. Par contre, il va y avoir des étiquettes particulières qui vont être collées sur ces contenants, mentionnant la provenance et le numéro d'inventaire. Voilà. Et donc, la situation que je vais vous expliquer maintenant découle de cette situation de ce don qui donc n'a jamais été n'a pas été catalogué dès son entrée dans les collections de la bibliothèque. Alors, actuellement, à la bibliothèque, nous avons essentiellement 2 portefeuilles qui sont conservés. Donc, un premier qui a une cote. Donc, vous allez trouver ça étonnant par rapport à ce que je vous ai dit. Sauf que cette cote a été donnée bien après l'entrée dans les collections. Le portefeuille, et c'est important de le signaler, n'est pas le portefeuille d'origine. C'est un portefeuille beaucoup plus récent, donc sur lequel cette fameuse étiquette dont je vous parlais n'existe plus. Elle a disparu. Et avec l'étiquette avait disparu le numéro d'inventaire original. Ce qui fait que dans la notice catalographique de ce document et sur le portefeuille, il y a un autre numéro d'inventaire. Ce n'est pas parce que, donc, de par son contenu, son portefeuille, donc, qui comporte essentiellement des grandes photographies collées sur carton, et qui correspond exactement au numéro d'inventaire. Alors, je vais revenir en arrière, je suis désolée. Donc, qui est vraiment tout en haut à droite. Voilà, des 52 photos, immeubles, villas, monuments de la Marne par Hector Guimard. Donc c'est exactement ce qu'il y a à peu près dans ce portefeuille. La seule différence, c'est le nombre de documents. Il y en a beaucoup moins, il y a seulement 31 photographies. Et ont aussi été mises dans ce portefeuille des planches extraites de l'album du Castel Béranger. Sauf que je ne peux pas vous confirmer que ça y était dès l'origine. Ça a peut-être été mis dans ce portefeuille parce que ça se rapprochait au niveau du type de document. Enfin, du type plutôt d'objet représenté. Donc, ce portefeuille est vraiment très très grand. Il fait à peu près 57 par 70. Donc, pourquoi est-ce qu'il a donc un numéro d'inventaire qui n'est pas le numéro d'origine, qui devrait être donc le 7924? C'est que on avait oublié, je pense, entre le moment où le portefeuille est rentré dans les collections donc par Paul Radfid-Limet et le moment où il a été inventorié une deuxième fois, à peu près, je pense, entre 68 et 79. À ce moment-là, le cahier d'inventaire, c'est un cahier d'inventaire spécifique pour les documents iconographiques et il y a peu de documents qui rentrent à cette époque-là et au niveau des dates, c'est très très lacunaire. Donc j'ai juste ces deux dates butoirs. On peut penser peut-être en 1974, au moment de la création du cabinet des arts graphiques du musée et du reversement donc des dessins de la bibliothèque au musée.
Ça serait aussi logique parce que, comme vous avez vu, ce portefeuille est rentré avec les aquarelles. Donc, si ça se trouve, ils étaient restés ensemble. Et donc, les aquarelles ont été déposées, le portefeuille, on le retrouve, et on voit bien sur le cahier d'inventaire, ça c'est le deuxième numéro, pas de provenance. Alors après, il y a eu une autre annotation qui dit peut-être 7924, mais c'est pas sûr. Or vraiment, ça correspond exactement au niveau du contenu, donc on peut vraiment se dire que c'est vraiment ça. Moi je trouve ça vraiment frappant que c'est même pas 35 ans après le don qu'on a, et 30 ans, même pas 15 ans après le départ de Ratoulimé, il est parti en 1960, qu'on a oublié la provenance de ces photos. Alors ce qui est intéressant aussi au niveau, je dirais, du format, c'est donc des photos de très grande taille, qui très probablement avaient été mises sous verre, peut-être, en tout cas, vous le voyez bien, la dernière image, il y a un petit anneau à l'arrière du carton, donc vous pensez qu'elles étaient suspendues sur des murs, et probablement sur les murs de l'agence de Guimard, qui était au rez-de-chaussée de l'hôtel de l'avenue Mozart. Alors aussi, mon choix a été guidé par un peu aussi l'histoire. Donc vous voyez bien que la première, c'est la Société Générale de Construction Moderne, donc on en a parlé tout à l'heure. Et la seconde, c'est l'hôtel du Square Jasmin, qui en fait est cet hôtel qui devait être le premier d'un lotissement qui en fait n'a pas abouti et qui a été construit avec des éléments standards. Donc la maquette de l'hôtel standard était rentrée dans les collections du musée. Pour l'instant, elle est de la bibliothèque. Maintenant, elle est au musée, donc je vous montrerai pas la photo. J'espère qu'Evelyne la montrera. Donc, je vous parlais de deuxième portefeuille. Donc, voici le deuxième portefeuille qui, lui, par contre, a gardé l'étiquette d'origine. Donc, on reconnaît très bien l'écriture de Paul Ratouillimet. Don de Madame Guimard, juillet 1948, le numéro d'enregistrement. Par contre, ce qui frappe un peu, c'est le contenu. C'est-à-dire que ces grandes photos, moi, je ne suis pas du tout, comme vous avez pu comprendre, une spécialiste de Guimard, mais moi, je ne rapproche pas Rembrandt de Guimard. Par contre, tout à l'heure, Philippe Thibault a dit que Madame Guimard avait été l'élève de Maignan. Et on voit bien que là, si c'est bien le même. Et Henri Lévy aussi a été le professeur de peinture de d'Adeline Guimard, donc qui était peintre de profession. Et quand on dépouille un petit peu, on se rend compte que les photographies d'œuvres d'Henri Lévy ont été dédicacées à Mademoiselle Oppenheim à l'époque et à cette très chère Adeline. Donc on peut penser que ces grandes photos proviennent plutôt donc de Madame Guimard et non pas d'Hector. Mais ça montre aussi, je pense, un peu le côté, je dirais pas un peu sentimental, mais elle a aussi tenu à ce que ces photographies qui font partie de son passé à elle restent quelque part dans des collections à disposition du public. Enfin, donc troisième partie beaucoup plus modeste du don de Madame Guimard qui reste à la bibliothèque, ce sont deux estampes japonaises. Alors, on parlait tout à l'heure des choses retrouvées au fur et à mesure des recherches. Donc, ces estampes, par contre, comme particularité, c'est qu'elle porte, Ratouillimet a reporté donc au dos de ces estampes la mention de don et le numéro d'inventaire. Donc on peut être sûr qu'elles ont été données en juillet 1948. Et fort heureusement que ça a été reporté parce qu'après elles ont été classées dans les estampes japonaises, dans la collection d'estampes japonaises de la bibliothèque. Donc je les ai retrouvées en faisant justement des recherches autour du fonds japonais. Jusqu'à il y a très peu de temps, je me suis dit c'est des jolies estampes, fin 19e, dans la suite d'Hiroshige. Et en fait, on a des chercheurs qui sont venus avant-hier. Et j'ai dit, est-ce que vous pourriez me dire? Ils m'ont dit, si, c'est bien des Hiroshige. Donc, des estampes de séries de vues célèbres d'Edo. Parce que Hiroshige n'a pas seulement,
dessiner les 100 vues d'Edo. En fait, on peut voir plutôt ça comme son chef-d'œuvre et surtout la dernière œuvre qu'il ait publiée, puisqu'il va décider au moment de la publication de ces vues-là. Mais des vues d'Edo, il en a publié bien avant déjà. Et donc, peut-être que cela date plutôt des années 1840. Après, j'ai pas eu encore le temps de pouvoir vraiment les resituer. Donc, elle représente donc l'intérieur d'un tombeau, le tombeau intérieur d'un sanctuaire, et les rivières de les rives de la rivière Sumida. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que dans ces deux estampes, il y a quand même une estampe d'architecture japonaise, et la deuxième, on est vraiment dans l'estampe classique. Là, vous avez le type d'estampe qui est vraiment collectionné à la fin du 19e siècle par les amateurs d'art japonais. Moi, quand je suis tombée sur ça, j'ai été beaucoup moins surprise que par rapport aux photos des portefeuilles précédents. Et en lisant les articles, il y a quand même pas mal de liens qui sont faits avec, donc, bien sûr, Guimard et l'art japonais. Et je trouvais que... Est-ce que je... que l'art de Guimard correspondait parfaitement en fait à la caractéristique de l'art des objets japonais donnés par Ernest Chéneau en 1869, donc au tout début des arts décoratifs, lors d'une conférence qu'il a fait auprès de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, qui était la première institution à l'origine des arts décoratifs. Et il dit que les objets japonais, l'objet japonais, premièrement, indique immédiatement sa destination. Deuxièmement, ajoute au caractère extérieur par le décor, chargé tantôt d'accentuer, tantôt de corriger ce caractère. Et troisièmement, il met scrupuleusement en lumière toutes les propriétés de la substance ou matière employée. Donc je trouvais que voilà, c'était intéressant de rapprocher ce petit texte avec l'œuvre de Guimard. Voilà, puis bon, c'est vrai que l'estampe japonaise et l'art nouveau, c'est quand même un grand classique. Ensuite, je vous parlais donc des fameux dessins reversés au musée. Donc c'est la suite du don Guimard, donc connu. C'est aussi la partie du don la plus connue parce que elle a été exposée dès 1971. Elle a été encore exposée en 1992. En 1992, par contre, certaines photos du portefeuille LL95 ont aussi été exposées. Donc elles sont assez magnifiques. C'est des aquarelles d'assez grande taille qui font à peu près autour, on va dire autour d'un A4, dans les 30-40 cm, 20-30 cm. Elles ont été donc faites par Guimard lors de ses séjours qu'il a fait en Angleterre et en Belgique entre 1894 et 1895. S'y sont ajoutées aussi des photographies de dessins qui, lors du don à la bibliothèque, étaient plutôt identifiés comme des dessins en la vie et qui, eux, ont été faits en 1906 à l'occasion d'une exposition. C'était ça? Oui. 1906. Salon d'automne. Voilà. Voilà, donc bon, celle-là est datée de 1906. Ah, donc je crois que c'est 1907 parce que la villa est datée de 1906. Ça, par contre, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Voilà, et donc comme je vous ai dit aussi, la maquette, la fameuse maquette de la Maison Standard est aussi conservée au musée. Donc voilà l'état en gros des collections jusqu'à il y a peu d'années, jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Je vous dis, en 92, on ne connaissait que ça. Et donc, vous pouvez constater qu'il y a une très très grande partie du fonds qui est manquant, notamment l'essentiel du don de juillet 1948, parce qu'on est vraiment loin des 500 documents. Donc, en effet, ce n'est qu'en 2005 que ma collègue Guillemette Delaporte, donc, qui est maintenant ici dans la salle, pareil, en faisant du rangement, je suis désolée. Parce que je vous ai pas dit aussi, le portefeuille des grandes photos, je l'ai trouvé il y a 2 ans en faisant du rangement. Donc voilà, dans les archives dont ça s'occupait à ce moment-là, découvre 4 boîtes. Et sur une des boîtes notamment, vous avez donc cette fameuse étiquette du don original, donc faite par Ratouille, enfin de la main de Ratouille Limet.
Donc ces boîtes contiennent, donc je vous parlais de ces fameuses photos et dessins collés sur carton. Donc des cartons d'un format extrêmement standard, en gros c'est du 21 sur 31 cm. Les photos, vous voyez, souvent sont détourées. Certains dessins aussi le sont. Donc c'est classé plus ou moins par thème. Il y a à peu près 247 documents. Donc j'ai compté 200 photographies, 36 gouaches. Il y a aussi des documents édités, puisque vous avez un catalogue de tapis d'art de la maison Parlant et Biron, des planches extraites de l'art décoratif moderne, documents d'atelier publiés en 1899 par Victor Champier à la librairie Roanne, donc 2 personnes et une maison d'édition dont nous avons parlé précédemment, et aussi quelques découpures qui vont compléter. Voilà, donc j'ai mis un petit peu voilà, les différentes types de documents. Donc, donc là, vous avez quand même déjà une certaine énumération. Donc architecture, bronze, glace, meubles, tombeaux. Mais vous avez aussi des broderies. Par exemple, on parlait tout à l'heure du don au Cooper Hewitt Museum. Vous avez un col, en fait, la photographie d'un col qui maintenant appartient au Cooper Hewitt Museum. Des vases, des colonnettes décoratives, des couverts. Tout à l'heure, je vous parlais des fameux dessins détourés, les couteaux. Les dessins sont détourés pour être collés sur le carton. C'est assez beau d'ailleurs comme montage. Des pommeaux de canne, des éléments de ferronnerie décorative, vous les retrouvez. Des meubles, des miroirs. Alors les miroirs, ce qui est intéressant, c'est que toutes les photos de miroirs portent des cotes, alors que c'est moins le cas des autres cartons. Donc là, vous avez vraiment tout. Justement, à la différence du don de novembre, où je vous disais qu'il était vraiment axé sur l'architecture, sur des photos d'architecture, des dessins d'architecture, là, vous avez vraiment toute la variété de la production de l'agence d'Hector Guimard. Et donc, c'est parce que ce don, en fait, je pense vraiment, c'est le fonds documentaire de l'agence qui a été retrouvé au moment où Adeline donc vide l'hôtel et elle nous l'a donné. Alors bon, malheureusement, je vous ai dit 247 documents, même en additionnant ce dont je vous ai parlé avant, on arrive à peine à plus de 300. Donc il a dû y avoir des disparitions, des pertes, peut-être des emprunts, des choses comme ça, d'autant plus que je vous ai dit, ils ne sont pas tamponnés, donc c'est après très difficile de savoir que c'était chez nous. Donc en 2013, à l'occasion des petits trésors qui avaient lieu à l'époque à la bibliothèque, donc Guillemette de la Porte a fait une présentation de ces documents. Donc des membres du cercle Guimard étaient à l'époque présents. Laurent Sully-Jaume, qui était, on l'a pas dit, mais c'était le photographe du musée aussi, donc a pris tous ces documents en photographie. Donc nous avons maintenant une documentation vraiment importante. Il a aussi pris le portefeuille LL95. Donc j'avais mis, c'est pour ça, la petite suspension électrique qui faisait, en fait, qui avait été choisie par Guillemette pour l'invitation à la présentation. Et enfin, en 2016, voilà, donc Georges Vigne publie Hector Guimard, le geste magnifique de l'Art Nouveau. Et dans le livre, vous pouvez trouver une douzaine de photographies donc, qui proviennent de ce qui est donc l'essentiel du fonds et du don de Madame Guimard à la Bibliothèque des Arts Décoratifs. Donc, malgré le léger détail du fait qu'il manque quand même sûrement une partie des documents, on peut se dire que maintenant, on peut avoir une vision à peu près complète de ces dons, en fait, de ces 2 dons faits par Madame Guimard à la Bibliothèque des Arts Décoratifs entre juillet et novembre 1948. Je vous remercie.